Bonjour, je viens vous présenter une nouvelle vidéo en dynamique. C'est en quelque sorte une séance de révision pour surtout les élèves de terminale S et cela va bien vous aider à votre préparation pour le baccalauréat. Alors l'exercice se présente comme suit, c'est le triple saut est une discipline sportive appartenant à l'athlétisme dont le nom donne une indication sur sa pratique. Les athlètes ont une course d'élan pour gagner de la vitesse et prennent leur impulsion avant une planche située à 13 mètres, 11 mètres ou 9 mètres du sable. Ils enchaînent 3 sauts en ne touchant le sol qu'avec un seul pied. On a dans l'ordre un saut à cloche-pied ou saut initial, une foulée bondissante et un saut final. Donc figure numéro 1. Donc voilà la figure, donc il y a le saut initial, voilà, il y a la foulée bondissante et il y a, n'est-ce pas, le saut final. Donc là nous avons plutôt le saut final. On se propose d'étudier la performance de l'athlète sénégalaise Ken Ndoye effectuant le triple saut aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Pour simplifier, nous assimilons l'athlète à un corps ponctuel. Le sol est horizontal. On néglige les forces de frottement. 3.1. La course d'élan. Dans la course d'élan, l'athlète parti sans vitesse initiale parcourt 32 mètres pour arriver au point A de la ligne d'envol avec une vitesse horizontale V1 de norme 8 mètres secondes moins 1. Le mouvement est supposé rectiligne uniformément varié pour cette phase. Évaluer l'accélération du mouvement et le temps mis par l'athlète sur ce parcours. 3.2. Le saut initial. Arrivé en A, l'athlète s'envole avec une vitesse V2 de norme 9,13 mètres secondes moins 1, faisant un angle alpha égal 45 degrés avec l'horizontale. Dans cette phase, le mouvement est rapporté à un repère A, I, J dans le plan vertical. L'origine des espaces est prise en A et l'origine du temps T égale 0 au début du saut. 3.2.1. Établir les équations horaires du mouvement pendant cette phase. En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile au cours du saut initial. 3.2.2. À l'issue du saut initial, l'athlète touche le sol en B. Calculer la distance AB, en déduire la durée de ce saut. 3.2.3. Montrer que la valeur de la vitesse finale du saut initial est égale à 9,13 mètres secondes moins 1. Maintenant, la foulée bondissante. On suppose que la valeur de la vitesse initiale V3 de la foulée bondissante est égale à celle de la vitesse finale du saut initial. Le vecteur vitesse V3 fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. 3.3.1. Quelle est la nature de la trajectoire décrite par le mobile dans la foulée bondissante? 3.3.2. À l'issue de la foulée bondissante, l'athlète touche le sol en un point C, tel que BC égale 2 mètres. Calculer la durée de cette phase. Le saut final. L'athlète entame le saut final avec une vitesse V4 de norme 9,13 mètres secondes moins 1, faisant un angle de 16 degrés avec l'horizontale. Calculer la distance totale parcourue par Ken Ndoye à l'issue du triple saut. Distance représentant la performance de l'athlète. Avec quelle vitesse aurait-elle dû s'élancer pour le saut final, l'angle gardant la même valeur, pour égaler le record olympique de 15,39 mètres détenu par le Camerounais Françoise Magon? On donne égal 9,8 mètres secondes moins 2. Donc voilà le schéma détaillé que je vais détailler. Donc nous allons considérer le saut initial où, n'est-ce pas, l'athlète
quitte le point O avec une vitesse initiale v égale 0 et parvient au point A avec une vitesse de 8 mètres par seconde. Après avoir parcouru une distance OA qui est égale à 32 mètres d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc ici, nous allons appliquer toutes les propriétés d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Bien, dans le saut initial, donc l'athlète s'envole à partir de A avec une vitesse initiale V2, faisant un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Voilà, il saute et parcourt donc une certaine distance et parvient au point B. Pour la foulée bondissante, l'athlète quitte maintenant le point B avec une vitesse V3, faisant un angle alpha égale 30 degrés et aboutit au point C. Ça veut dire quoi? Que le saut initial et la foulée bondissante ont des caractéristiques semblables, parce que tout simplement nous avons des vitesses initiales ici qui diffèrent. Et des angles, ici c'est 45 degrés avec V2 et là c'est 30 degrés avec V3. Alors, mais donc les équations vont obéir tout simplement à la même forme. Le saut également final, c'est idem. La vitesse initiale est V4 et la vitesse finale est tout simplement 16. Voilà. Donc voilà comment se présente donc le problème donc en résumé. Nous avons donc 4 sous-parties. Donc il y a la prise d'élan, le saut initial, la foulée bondissante et le saut final. Donc chacun des sauts commence tout simplement avec une vitesse initiale, n'est-ce pas, et acquiert ou possède tout simplement une certaine portée. Voilà, qui est la distance là, BC ici, AB par là, et CD. Donc il y a des similitudes alors qu'il faut remarquer. Alors la première question, c'est l'accélération du mouvement. Le mouvement est en rectiligne uniformément varié. On a V1 carré moins V0 carré égale 2A que multiplier la distance OA. Voilà, on tire donc A, c'est donc égal à V1 carré moins V0 carré sur 2A. De OA, en application numérique, on obtient A égale 1 mètre par seconde. Maintenant, on va calculer le temps mis par l'athlète. Pour calculer le temps mis par l'athlète, étant donné que le mouvement il est uniformément varié, on connaît A, on connaît donc les vitesses delta V. On va appliquer simplement A égale delta V sur delta T. Voilà, donc A égale delta V sur delta T. C'est V1 moins V0 sur delta T. On obtient donc delta T, c'est V1 moins V0 sur A. En faisant l'application numérique, on a delta T égale 8 secondes. Voilà. Maintenant, les équations horaires. On choisit toujours le système, le référentiel terrestre supposé 4D1, le bilan des forces, il y a une seule force, le poids P, on applique tout simplement le TCI. Cela nous donne donc MA égale MG, par conséquent, on obtient A égale G. Voilà. Maintenant, on projette cette relation dans le repère. Donc AX égale 0, AY égale moins G. D'après les conditions initiales, V2X donne V2 cos alpha, V2Y donne V2 sinus alpha. AM0, donc A est l'origine du repère, c'est pourquoi on ne va pas mettre OM0, mais on va mettre AM0 parce que A est l'origine du repère. Donc X0 égale 0, Y0 égale 0. Alors, on aura tout simplement donc OM a pour coordonnée X égale V2 cosinus alpha fois T, Y égale à donc moins 1 demi de GT carré plus V2 sinus alpha T, X0, Y0 étant nul. Donc voilà les équations horaires du mouvement. Donc X égale V2 cos alpha T, Y égale à GT moins GT carré sur 2 plus V2 sur alpha fois T. Alors maintenant l'équation de la trajectoire. Pour trouver l'équation horaire de l'équation cartésienne plutôt de la trajectoire, nous allons exprimer T en fonction de X et remplacer dans Y. Alors donc T est tout simplement égal à X sur V2 cos alpha. En remplaçant, on obtient Y égale à moins G sur 2 V2 carré cos carré alpha X carré plus X tan alpha.
Alors maintenant, on demande de calculer la distance AB. Alors, pour calculer la distance AB, il faut comprendre que A est l'origine du repère. Donc, à la distance AB, il n'est rien d'autre que l'abscisse de B. Pourquoi? Parce que B appartient à l'axe des abscisses. Donc, la distance AB n'est rien d'autre que x de B. Voilà, donc on revient donc à l'équation cartésienne puisque B se trouve sur l'axe des abscisses. Donc, on cherche donc x de B. Donc, nous avons ramené la recherche de la distance AB à la recherche de x de B. Donc, nous avons y au sol égale 0. Donc, alors on va remplacer y par 0 et chercher x. Voilà, ça donne donc, voilà, moins g sur 2v carré cos carré alpha x carré plus x tan alpha égale 0. On va résoudre cette équation-là pour trouver x qui représente tout simplement x de b qui est en même temps la distance AB. Alors on factorise, voilà ce que l'on obtient. Ensuite x est différent de 0, cela veut dire que donc c'est le terme entre parenthèses qui est nul. Quand on transpose, ce moins là va disparaître. Voilà, on obtient ceci est égal à ça. Ok, donc on obtient donc x égale à, donc ça, ce terme là va rejoindre tan alpha et on divise par tout simplement g. Étant donné que tan alpha c'est sin alpha sur cos alpha, un des cosinus va sauter. Voilà, et nous savons que 2 sin alpha cos alpha c'est sin de 2 alpha. On obtient donc x égale à v2 carré sin carré, donc sin 2 alpha plutôt sur g, et ce x est la distance AB. En application numérique, on obtient donc que AB égale 8,5 mètres. Maintenant, la durée du saut, on revient tout simplement à x qui est AB et on sort t. On fait une simple application numérique. Cela nous donne tout simplement 1,32 secondes, qui est la distance donc, qui est la durée, n'est-ce pas, mis par l'athlète pour parcourir la distance AB. La valeur de la vitesse finale du saut initial. Alors, on applique tout simplement le TEC entre A et B, 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré est égal au travail du poids P entre A et B. Or, le travail du poids P entre A et B est nul pour dire que VA égale VB est donc égal à 9,13 mètres par seconde. Alors maintenant, la trajectoire décrite dans la foulée bondissante, elle est tout simplement parabolique. Donc, elle est similaire à la trajectoire décrite au niveau du saut initial. Ce qui diffère, c'est simplement les vitesses initiales. Alors maintenant, calcul de la durée. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, on prend, comme tout à l'heure, nous savons que d'après la foulée, d'après donc le saut initial t égale à AB sur V2 cos alpha. Donc, on applique la même chose à la foulée bondissante. À la place de AB, c'est BC, tout simplement. Donc, t donne BC sur V3 cos de 30. Donc, voilà, c'est ça. À la foulée donc bondissante, la distance c'est entre BC, B et C. La vitesse est devenue V3 et l'angle alpha de 45 degrés ici dans la foulée bondissante est devenu tout simplement 30 degrés. Donc on fait une simple application numérique et on trouve que donc le temps c'est 0,25 secondes. Donc très intéressant. Donc ça veut dire que donc on ne reprend pas l'étude pour la foulée bondissante. Donc la durée pour la foulée bondissante, elle est similaire, n'est-ce pas, à la durée pour le saut initial. Seulement à la place de AB, ici on a BC. Tout simplement, si la vitesse ici est V2, ici c'est V3. Si l'angle était 45 degrés, là c'est 30 degrés. Et on fait une simple application numérique pour gagner du temps. Alors maintenant, pour trouver la distance parcourue par l'athlète, même chose, on a démontré tout à l'heure que x égale à V2 carré sur 2 alpha sur G. Ici aussi, la distance CD sera simplement V4 carré sur 2 fois 16 sur G. Et ça donne tout simplement
4,5 mètres. Donc la distance totale parcourue par l'athlète vaut 4,5 mètres. Maintenant la distance totale, il n'y a pas de problème, c'est tout simplement AB plus BC plus CD. Voilà, on fait tout simplement la somme et on trouve 15 mètres. Voilà. Maintenant la vitesse qu'elle aurait dû avoir, n'est-ce pas, pour battre le record. Alors, dans ce cas, la distance serait quoi? Dans ce cas, la distance serait tout simplement AB plus BC qui garde donc les mêmes valeurs. Donc AB égale 8,5, BC c'est 2. Donc AB plus BC donne 10,5. Ce qui fait que la nouvelle distance CD' devient tout simplement la distance totale moins AB plus BC qui donne donc 4,89 mètres. Voilà. Alors donc, pour que n'est-ce pas, le record soit battu, il faut que cette fois-ci que la portée pour, n'est-ce pas, le saut final soit tout simplement 4,89. Hein? Alors donc, x égale V2 carré toujours sin 2 alpha sur G. Ça c'était pour le saut initial. Maintenant, on va faire de même. Pour CD', cette fois sera V' carré 4, n'est-ce pas, sin 2 fois 16, l'angle est devenu 16 sur G. Ça veut dire quoi? Que l'exercice il est très intéressant. Les relations qu'on a établies dans le saut initial sont tout simplement utilisées dans les autres sauts. Voilà tout simplement. Donc ici on calcule rapidement V', 4. Voilà, et ça donne racine carrée donc de CD' fois G. Et on obtient tout simplement, n'est-ce pas, 9,51 mètres secondes moins 1.